Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste pour le premier épisode de la saison 4 et je me retrouve dans l'atelier sur les hauteurs de Clermont-Ferrand où JP a eu la gentillesse de m'accueillir une nouvelle fois. Merci JP pour l'accueil et puis bienvenue sur cette nouvelle saison, la saison 4. Salut Arnaud, merci à toi, merci à tous de continuer de nous suivre et bienvenue à tous pour cette saison 4 que je suis ravi d'entamer avec toi Arnaud. Alors on va lancer un nouveau sujet, on va parler des technologies émergentes, les innovations justement autour du vélo, du cadre, mais aussi des roues et des accessoires et des périphériques. Mais avant, peut-être une petite mise au point, faire un petit bilan, on va dire ça comme ça, de la saison 3 qui a vu un nombre d'écoutes, on va pas dire exploser, mais toujours d'année en année, de plus en plus d'auditrices et d'auditeurs qui écoutent tes bons conseils, qui écoutent également le podcast. Il y a aussi des petits retours que l'on peut avoir, mais on aimerait quand même mettre un petit point d'honneur. Ouais. Un petit point d'honneur comme quoi parfois les sujets qu'on choisit, c'est en fonction des retours que nous font les auditrices et auditeurs, mais aussi en fonction de ce qu'on a envie de partager, de ce qu'on peut voir, et notamment toi sur cette capsule dans l'atelier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te dire en introduction de cette saison 4, mais en même temps en se retournant un petit peu sur la saison 3. Eh bien déjà, je suis content qu'on fasse notre petit point technologique. L'année dernière, à 2 jours près, on était tous les deux à Gérone pour le Sea Otter qui s'est tenu le week-end dernier, auquel ni toi ni moi ne sommes allés cette année, mais on va se dire qu'on y va tous les 2 ans. Voilà. À Riron. À Gérone, au Riron. Voilà. Et donc, on pourra évoquer aussi, il y a quelques trucs qui se sont vus ce week-end pendant le Sea Otter, mais rien d'incroyable. Mais effectivement, chouette retour sur la saison 3. Beaucoup d'écoutes, comme tu le disais, beaucoup d'interactions. Toi comme moi, on a reçu énormément de messages en privé, il y a eu énormément de commentaires sur les vidéos YouTube, il y a eu énormément de commentaires sur les posts Instagram, des fois sur les petits réels, les shorts Instagram qui sont faits pour communiquer sur les épisodes. Alors, c'était la plupart du temps extrêmement agréable et on a essayé de faire de l'interaction et de répondre et de préciser et de donner encore plus de sources. Et puis parfois c'est un peu plus compliqué, donc je le demande, nous on est là, on fait cette émission, on essaye de la faire avec beaucoup de bienveillance. Effectivement on a des positions, on a des convictions, la plupart du temps on les défend avec des arguments et des recherches qu'on vous partage, et donc c'est super chouette de pouvoir interagir, mais on demande à tout le monde de garder toujours un petit peu de retenue, de pas avoir des mots qui... Malheureusement, c'est la magie. Voilà, ça serait chouette pour qu'on puisse continuer d'avoir envie d'aller échanger post-épisode, parce que c'est aussi riche et moi je détiens pas la vérité, hein. J'ai mes convictions, mais je suis ravi d'échanger, mais avec des arguments, voilà. Avec des arguments et des sources. En tout cas c'était une saison chouette, j'espère qu'on va reproduire ce type d'interaction. On a toujours, toi et moi, une petite envie de prendre des questions en direct, mais on va s'organiser ça. On va travailler sur ça, effectivement. On va travailler sur ça, et puis pour reprendre un petit peu les sujets de l'année dernière, ou en tout cas les sujets qui nous tiennent à cœur, mais moi je vais le dire très clairement en fait, on a un petit bonhomme en jaune qui s'est agité cet été et qui se trouve roulé avec des pneus larges et des manivelles courtes, 2 sujets qu'on a assez abondamment on a vraiment traité sur ça, effectivement. Et pour on a fait un épisode sur les manivelles, voilà, précisément. Et en fait ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les victoires de Pogačar ont rendu réelles nos argumentations sur des jantes en largeur interne importante, des pneus larges. C'est aussi un gros succès pour la marque Envy, avec laquelle moi je travaille beaucoup. Le nombre de demandes, c'est plus les... Tu sais, il y a une époque, je travaillais dans la musique, les gens ils voulaient la pédale d'effet de Santana, maintenant ils veulent les roues de Pogačar, tu vois, on te demande plus je veux les 4.5, non, je veux les roues de Pogačar. C'est très rigolo. Les pneus larges, ça devient moins une question, en fait, jusqu'à 32, ça devient moins une question. Ça, les gens, c'est presque naturel, puisque de toute façon, c'est ça qui est utilisé au Tour de France. C'est ça. Je vends beaucoup moins de 28 maintenant, incroyable, hein.
Ouais, non, incroyable. mais, 31-32, c'est devenu vraiment... Ça commence à s'imposer. Voilà, les très anciens qui ont encore des vélos pas adaptés, c'est moins ça. Et puis les manivelles, c'est pareil. En fait, il y a une espèce de tabou, de limite qui est un peu tombé pendant l'été. Hein. Donc Pogačar est bien plus responsable que notre épisode sur le sujet, mais pour le coup, mais why not en fait, hein, ce qui compte c'est que ça avance et que ça bénéficie aux pratiquants, mais les gens en tout cas sont plus ouverts à la discussion. C'est intéressant, c'est sympa de voir qu'on a traité des sujets qui sont des sujets pour le coup, c'est-à-dire que vraisemblablement vu l'impact. En fait, ça me fait un peu penser, tu sais, effectivement, ces pneus larges et ces manivelles courtes, ça a été un vrai sujet, c'est des sujets qu'on a traités, mais il est venu aussi, alors bien évidemment, hein, c'est pas Pogačar qui a dit un matin je veux des manivelles courtes et je veux des pneus de 32, hein. Tout ça a été étudié probablement avec des ingénieurs de haute volée, mais ça me fait un petit peu penser quand Armstrong est arrivé avec sa cadence. Sa cadence à très, très haut régime, et qu'il avait impacté toute une manière de s'entraîner et une génération des cyclistes. Eh bien, je pense que Pogačar, là, c'est pareil. L'impact qu'il a sur le monde du vélo, c'est ces manivelles courtes. Comme tu dis, maintenant, on t'appelle pour te dire moi, je veux les roues Envy, c'est pas les 4.5 ou les, c'est les ou les Pogačar, fondations. Voilà, c'est les Pogačar. Et je trouve qu'il y a un vrai... c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'il est en train d'impacter, effectivement... bien évidemment par ses résultats, mais les sponsors se régalent. Les sponsors se régalent, le marketing aussi derrière, bien évidemment. Alors ça c'est bien. Ce qui est chouette, au-delà de ça, au-delà de finalement de la pertinence des choix commerciaux qu'ont fait ces sponsors et ces marques, clairement pour Envy, si on parlait d'Envy, c'est un succès. Hein, je veux dire, entre les vélos qui gagnent des étapes et les roues qui gagnent le Tour. Mais au-delà de ça, ce qui est pour moi satisfaisant, c'est que c'est aussi une victoire technique, parce que ces choix-là sont plus des choix d'avant qui n'étaient pas forcément backés et soutenus par de l'ingénierie. Là, pas tout le temps en tout cas, voilà. Sinon on n'aurait pas roulé avec des pneus de 20 gonflés à 10 bars pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, il y a du sens. Derrière, il y a du sens technique, il y a du crédit. Ça. Voilà. Et donc ça, c'est chouette en fait. C'est-à-dire que... moi au quotidien ça va me faciliter un tout petit peu la vie, hein. Ça fait 10 ans presque maintenant que j'essaye de vendre des pneus larges et d'autres choses un peu moins usuelles. Quand tu le dis, c'est vrai que je pense aux premiers échanges. On est sur la saison 4, donc ça fait 3 ans. Sur les premiers épisodes, quand tu parlais de pneus larges, ça résonne. Même toi ça te choquait, mais hein, oui, mais vraiment sûr, moi à l'époque je devais rouler en 28, peut-être en 25. Non, j'étais en 25 encore. 25, ouais, voilà. Et tu pensais que c'était large déjà. Et maintenant je roule en 32, mais je ne redescendrai pas. Non, mais donc c'est bien, les choses prennent du temps dans ces milieux très exposés où les réalités se construisent beaucoup avec les on-dit aussi. Les choses prennent du temps, donc c'est comme ça. Il faut accepter, les choses prennent du temps, et puis là, très clairement, on a passé un petit cap cet été, et c'est intéressant. On l'a vu aussi dans les échanges qu'on a eu toi et moi avec les gens, parce que après tu as eu toute ta saison de race across, donc tu as parlé à des gens, hein, beaucoup de gens beaucoup de gens m'ont parlé du podcast. Voilà, et moi il se passe pas 2 jours sans que j'ai un appel suite au podcast, très clairement. On m'a même écouté par les journalistes et les chroniqueurs sur l'équipe TV, hein. Souviens-toi, je t'avais fait l'anecdote. Tant mieux, non, qui sont fans de la capsule dans l'atelier, vraiment. C'est chouette, moi ça me fait plaisir. J'essaie toujours d'apporter des solutions concrètes et simples et d'essayer de se servir de ce qu'on a comme data. Moi, j'ai eu des contacts aussi d'universités qui voulaient travailler sur la construction de data. Alors, c'est pas simple du tout parce que c'est des universités, mais elles ont besoin de financement, etc. Donc, c'est des choses qui vont pas forcément se faire, mais j'ai eu ce genre de contact. Donc, c'est satisfaisant, tout simplement, de pouvoir avoir ces échanges-là, d'essayer de faire bénéficier le commun le cycliste lambda, qui n'est pas péjoratif pour moi, mais de toutes ces choses-là, c'est chouette. Plus de plaisir, plus de vélo, tout va bien. Allez, génial. On continue alors sur la saison 4 et on va parler de ce premier sujet de cette saison 4, justement, les technologies émergentes, les innovations autour justement du vélo et des périphériques. L'industrie se renouvelle très régulièrement, hein, soit effectivement à grands coups de campagne marketing suite à un résultat, mais en tout cas sur le fond, c'est vrai qu'on voit que le matériel
évolue énormément. Et je propose justement ce premier épisode de la saison 4 de faire un petit peu un tour d'horizon de cette nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a justement des choses qui changent autour de ce qu'on pourrait appeler les basiques? Et quand je parle de basiques, c'est notamment le cadre, voilà, l'évolution des matériaux. Est-ce qu'il y a, JP, toi qui es en veille justement sur tous ces sujets-là, je me souviens très bien l'année passée, comme tu l'as dit, on était au Sea Otter Festival et on avait vu un magnifique cadre en magnésium et on l'avait pris dans la main. C'est comme si on n'avait rien dans la main, donc on en parlera. Mais voilà, est-ce qu'il y a des technologies émergentes? Qu'est-ce qui bouge aujourd'hui au niveau du cadre? Carbone, titane, alu, acier, magnésium, justement, voilà. Quel est ton avis sur ça? Qu'est-ce que tu peux constater? Qu'est-ce que tu peux voir? Alors, il n'y a pas de révolution, déjà. Soyons clairs et nets, il n'y en a pas. Il y a toujours pas mal de gimmicks, entre guillemets, parce que, oui, cette industrie est galopante, donc elle essaye d'apporter de la nouveauté là où on n'en a pas forcément besoin, elle ne répond pas toujours à des besoins. Il y a 2-3 choses, si on est transverse sur les matériaux, enfin en tout cas sur quelques matériaux, notamment le titane et l'acier, l'impression 3D continue d'essayer de pousser un petit peu. Donc il y a toujours des tentatives, à minima, de certains composants de cadre en impression 3D, les pattes, des clusters de boîtiers de pédalier, des clusters sur les douilles, impression en titane, impression en inox, des parties de fourche. Donc ça pousse un petit peu, ça se généralise pas encore parce que ça reste très cher. C'est Van Rissel qui avait fait, je crois que c'était une fourche avant en impression 3D. Il y a plusieurs personnes qui font ça aujourd'hui. On a un artisan français qui a travaillé sur de l'inox aussi, qui a fait une très belle pièce en inox ultra, un alliage ultra performant avec pas mal d'impression 3D. Ça reste aujourd'hui des choses. Il y a aujourd'hui une marque anglaise, Rebel, qui a sorti un titane avec beaucoup d'impression 3D aussi. L'impression 3D, que ce soit titane ou inox, aujourd'hui on reste à 1 euro du gramme, grosso modo, donc c'est pas rien, c'est assez coûteux. C'est encore trop coûteux pour que ça devienne absolument mainstream, mais les gens continuent d'y consacrer du temps et de l'argent. Donc à voir comment on va s'en sortir. D'un point de vue perso, si je peux me permettre, je trouve malheureusement que cette impression 3D, en tout cas moi, elle fait de plus en plus ressembler les vélos qui sont matériaux ferreux à des vélos en carbone. Donc c'est pas à mon goût, mais il y a des choses sur lesquelles ça peut répondre à des besoins. On reparlait d'artisanat ou de petites séries tout à l'heure. Il y a un moment où la bascule de prix fera que pour des pièces comme les pattes arrière par exemple, on sera plus intéressant pour des petites séries à faire de l'impression 3D qu'à faire de l'usinage CNC. On n'y est pas encore, mais ça va venir. Les coûts se réduisent. Pour l'instant, on est sur un plateau en termes de coûts. On n'arrive pas encore à réduire vraiment les coûts, mais c'est la prochaine étape, certainement. Sur les matériaux en tant que tels, carbone, titane, acier, alu, c'est toujours les 4 matériaux de référence. Il y a eu une poussée, on avait fait un épisode, tu te rappelles, sur les vélos en bois, d'autres marques ont été mises en avant sur le bois. Donc ça pousse un petit peu. Je pense pas que ça devienne mainstream non plus, mais il y en a un peu plus. Moi, j'entends beaucoup parler de titane. Je vois qu'il y a des participants. J'entends les cadres titane plus cette saison. Je l'ai beaucoup plus entendu que les années précédentes. Parce qu'il y a plus de marques, en fait, même si les fabricants en tant que tels sont pas beaucoup plus nombreux. D'accord ? Donc il y a beaucoup de cadres qui sont faits au même endroit. Moi-même, tu le sais pas, mais dans quelques semaines, il va y avoir des cadres titane proto ici. Alors, j'envisage pas du tout une production. C'est pour le coup plus une expérience pour avoir des vélos à géométrie strictement équivalente avec 2 matériaux différents. Tu vois, je continue de me donner les moyens de comparer. Mais il y a 2-3 gros faiseurs qui font des vélos pour beaucoup de monde, avec quand même de la disparité sur le choix du matériau de base, avec de la disparité de temps en temps sur le temps qui est confié à l'exécution, du temps qui est confié à la conception. Donc on est encore en plein dans la puissance de la vague sur le titane et cette mode du titane. Donc ça va continuer d'émerger. Il va y avoir encore de nouvelles marques. C'est un peu le beau compromis aussi entre l'acier et le carbone, non, peut-être ? Je ne l'aurais pas formulé comme ça. Moi, je continue de préférer l'acier. Mais c'est très subjectif. Donc on en reparlera quand j'aurai les 2 vélos identiques et je me fais fort même de te faire essayer 2 vélos. Tu peux de nouveau rouler. Donc on fêtera ça, tu feras un tour de MR4 acier et un tour de MR4 titane. C'est noté. Mais
je crois que la baseline, et on l'a déjà dit 150 fois, il n'y a pas de mauvais matériaux. Donc il y a une mauvaise conception éventuellement, mais on va se focaliser sur la bonne conception. On peut faire des bons vélos avec tous les matériaux. Aujourd'hui, l'industrie étant ce qu'elle est, elle met en avant un peu le titane. Les gens veulent du titane, des fois ils savent pas forcément pourquoi. Moi j'ai des gens qui m'appellent pour un titane et qui repartent avec un acier, c'est beaucoup plus courant que ce qu'on imagine. Ouais, après c'est des parce que voilà, on peut expliquer, parce qu'on peut faire essayer. Moi je fais beaucoup essayer de vélos, il y a toujours des vélos ici, les gens viennent essayer des vélos et moi je me tais, ça change. Donc c'est voilà, là-dessus sur les matériaux en tant que tels, oui, je suis pas étonné que tu aies vu toi une progression du nombre de participants en titane. Parce que c'est mis en avant d'un point de vue marketing et que production asiatique aidant, c'est la Chine le plus gros faiseur aujourd'hui sur le titane. Il y a on a mis une image de matériaux premium là-dessus, et comme aujourd'hui c'est accessible à un coût qui est plus premium, les gens vont dessus. Bien sûr, plus accessible. Voilà. Avec plus ou moins de succès. Je continue de tempérer ça parce que c'est un matériau qui est délicat, qui peut être assez hétérogène, surtout dans les qualités, les premières qualités, qui est compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, attention au choix de titane, attention aux couvertures de garantie, parce que c'est en tout cas un environnement sur lequel il peut y avoir plus de problématiques SAV que sur d'autres matériaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit l'impact du cyclisme. Alors, pas cette année, mais depuis déjà quelques années, il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur le vélo, alors que les licences des fédérations n'explosent pas. Ça veut dire que ce sont des personnes qui font du vélo dans des communautés, qui font du cyclisme généralement sur des distances plus longues que ceux qui font des compétitions. Que le cyclosportif classique, voilà. Ouais, complètement. Et effectivement, je m'étais dit que peut-être que le titane, du fait que j'en entends de plus en plus parler dans les communautés dans lesquelles je suis implanté, que je fréquente, qui est quand même orienté longue distance, je m'étais dit peut-être que le titane était un matériau qui était vraiment propre à la longue distance parce qu'il absorbait mieux les chocs, parce qu'il apportait justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce compromis entre acier et carbone. Sur le papier, mais non, un vélo en titane n'est pas plus réactif qu'un vélo en acier. Donc c'est pas alors le titane sera plus léger, mais après voilà, c'est toujours une question d'ingénierie, de diamètre des tubes, des périphériques également du système. Voilà. Donc non, pour moi ça reste plus une mode. Voilà, plus une mode. Sur le carbone, on continue d'avoir une tendance à aller utiliser le carbone dans ce qu'il peut offrir de mieux et qui n'était pas tout le temps exploité, c'est-à-dire d'aller chercher des options de confort. Donc ça, on continue de le voir. C'est-à-dire que les gros faiseurs de cadres de carbone, alors ils n'ont pas mis de côté les vélos ultra rigides qu'on voit sur les compétitions, etc. Cela existe toujours. Mais on commence à utiliser des fibres et des tissages différents pour aller chercher du confort, pour affiner certaines géométries, certaines structures et certaines dimensions de tubes. C'est pas une lame de fond, mais voilà, tous les fabricants réfléchissent à ça. Ça va aussi dans le sens de ce que tu disais, parce que c'est la pratique qui appelle ça. Effectivement, il y a moins de licenciés dans les clubs conventionnels et beaucoup plus de pratiquants au global. Donc on essaie de répondre à ça. Et puis ne nous le cachons pas, l'industrie elle a fait un boom Covid, elle a fait un post-boom, une grosse descente post-Covid. Et ça je trouve ça très bien, c'est-à-dire que les très très grosses se sont rendus compte que il n'y avait pas de pertinence complète à avoir une offre extrêmement large et extrêmement variée, parce que le nombre de références, quand le marché se tend, ça fait très mal aux grosses entreprises. Donc beaucoup de marques ont mis en place des stratégies de diminution du nombre de références, des fois de diminution du nombre de modèles, parce qu'une référence c'est le même modèle en 2 couleurs ou en 10 couleurs ou en 20 tailles. Donc on est en train de voir ça aussi, et toujours, tu l'as vu, un repositionnement des cadres aussi avec voilà, maintenant ça devient assez facile d'aller trouver, même sur le matériau roi entre guillemets du carbone, d'aller trouver des vélos qui acceptent des pneus larges, qui sont un peu plus confortables pour faire de la longue distance. Tu roules depuis quelques semaines sur ton beau vélo Envy qu'on avait fait. J'en suis ravi d'ailleurs. Parce qu'on pose souvent la question sur les réseaux. Alors, j'en suis ravi.
j'ai vendu un autre vélo, la réplique J'ai du tien, tu sais, voilà. Je veux le même qu'Arnaud. Ok, d'accord, pas de souci. Et Florent, si tu nous écoutes, on te salue. Je sais que tu prends du plaisir avec le vélo. Donc voilà, en tout cas sur le cadre et les matériaux, pas de révolution. Quelques progressions sur des sujets qu'on a déjà évoqués. Je serais très étonné de voir que dans les années qui arrivent, on a un nouveau matériau dédié au cyclisme qui révolutionne tout. Je pense pas qu'on le voit. Voilà, on va continuer avec des tendances. On va s'adapter autour de ce... Voilà, l'impression 3D fera une percée, peut-être multimatériaux. À voir. Mais je pense que ça sera la seule vraie évolution. Et concernant les transmissions, alors est-ce qu'il y a une technologie, qu'est-ce que tu vois émerger? Alors c'est vrai qu'il y a l'électronique ou mécanique sur le système de transmission. Là aussi, est-ce qu'il y a une grosse révolution? Est-ce que tu vois une lame de fond qui arrive ou pas du tout? C'est juste des améliorations qui sont faites. On la prévoit, on crée de l'attente en disant ouais, il va y avoir des révolutions, tout va passer à l'électrique. Non, tout passe. C'est comme dans les voitures, tout ne passera pas à l'électrique. Je suis désolé, mais ça marchera pas. L'extrémisme, ça fonctionne jamais de toute façon. Donc vouloir ranger tout le monde à la même enseigne, ça fonctionne pas bien. Il y a quand même eu une grosse campagne marketing, j'ai trouvé, sur SRAM. Énormissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu suis un peu les réseaux sociaux, quel influenceur aujourd'hui n'a pas été équipé par SRAM pour faire les influenceurs ont été vachement mieux équipés que les revendeurs en fait. Écoute, tu pouvais pas rater cette sortie-là en fait. Ouais, mais en fait tu pouvais pas la rater. Ils ont été. Alors si on se du point de vue de la casquette, personne de communication, de marketing, chapeau. SRAM, bravo. Voilà. Sur la partie technique, mécanique, distribution, moins bravo. Voilà. Et clairement, en fait, c'était assez saisissant. Alors, on n'est pas là pour... j'ai félicité SRAM, donc j'ai jugé, mais si je continue, au même temps, il y avait 2 lancements. Oui, si tu te rappelles bien, voilà, il y avait une autre marque qui s'appelle Shimano, qui a lancé un DI2, GRX DI2 en double, uniquement en double. C'était beaucoup moins fracassant. Ils ont été à peu près aussi moyens sur la dispo des produits, d'ailleurs. Mais... ça va pas à tout le monde. Il y a encore des gens qui insistent pour avoir du méca. C'est peut-être plus aussi la sécurité, la garantie de trouver, on parlait du long notamment, mais les gens qui veulent faire des distances assez longues, le fait d'être en mécanique, c'est aussi la garantie de pouvoir trouver une solution. Ça les rassure en tout cas. Tu sais, quand t'as un pépin sur une... Enfin, tu sais ça bien mieux que moi d'ailleurs, parce que t'as géré combien 2500, 3000 personnes là sur l'année Oui, quasiment 3000. Voilà. Quand t'as une galère, que t'es fatigué, que t'as déjà roulé depuis 5 jours, méca ou élec, en fait, t'es pas sûr de résoudre. En fait, la panne, elle est souvent soit immobilisante, soit... Enfin, c'est un cumul. Donc, le fantasme de je vais réparer mon vélo au milieu de la pampa, ou j'ai un câble, donc je vais tirer un lacet... Non, de toute façon, voilà, quand t'as un problème méca... Ça nous arrive, mais c'est très rare. C'est souvent soit de la malchance, soit un manque de maintenance, trop souvent aussi. On pourrait faire un épisode sur les problèmes de GPS. On a un nombre de problèmes GPS. Ouais, et c'est de l'électronique. Ouais, mais c'est tout le monde. Alors, t'as les défenseurs de telle marque qui commencent avec un G, une marque qui commence avec un W. Nous, on constate, et aujourd'hui, je vais pas le dire parce que c'est pas le sujet de l'épisode, puis je veux pas mettre cette marque à dos, mais il y a vraiment une marque qui ressort avec régulièrement des soucis de mise à jour. Ça c'est impressionnant. De communication avec le téléphone, de communication avec les applis. Oui, mais il n'y en a pas une qui a fait la quadrature du cercle et qui a un truc infaillible. Non. Alors on remet ça de côté. Sur les transmissions, oui, on a eu des lancements. On a eu un nouveau SRAM dont pour moi le fait marquant, c'est quand même qu'on a des groupes maintenant qui coûtent quasiment 5000 € au prix public, quoi. Enfin, si j'ai un truc à repérer, c'est ça. Et moi, je suis un peu effrayé. Alors, chaque marque a le sien. SRAM a aussi sorti quelque chose qui était un peu moins prévu, qui était un 1x13. Oui. Dédié au gravel. Voilà, on verra. On verra. J'en ai pas eu. J'ai pas fait l'exercice. Et ça, sur les transmissions, justement, j'ai pas fait l'exercice. C'était l'année passée où on a vu, c'était Primoz Roglic qui gagnait le Tour d'Italie avec un monoplateau dans un dernier chrono, où d'ailleurs son plateau avait sauté. Il était reparti gagner le Tour d'Italie. On avait vraiment vu que Visma, sur certaines étapes, optait pour un monoplateau. Ouais. Est-ce que tu as vu
cette stratégie, on va dire, ou ce choix de matériel, est-ce que tu l'as vu arriver auprès du grand public, ou ça reste encore très élitiste? Alors, c'est pas sur la route, tu veux dire un monoplateau route? Voilà. Le monoplateau reste au gravel et le double reste sur la route aujourd'hui. Ouais, c'est quasiment ça. Et à ce jour, je suis toujours sur la même idée, c'est-à-dire que dès lors que tu veux avoir une pratique en peloton avec des gens qui sont majoritairement équipés de transmission route, on va dire, donc à l'avant 50-34, 52-36, des fois plus, en mono tu peux pas lutter. Donc si tu as dans ta pratique cette pratique-là, où les gens vont être suffisamment nombreux, c'est-à-dire à partir de, on va dire, 4-5 pour rouler en peloton et tirer des gros développements, en mono tu peux pas suivre. Donc si tu dois incorporer ça, il te faut un double. Tu peux survivre avec un double compact type gravel avec un 48-31 ou des choses comme ça chez Shimano, ou ce sera un 46-30 chez SRAM avec un pignon de 10 derrière. Enfin, tu peux vivre avec ces développements un peu plus courts, mais en double. Parce que si tu étais en mono et que tu voulais avoir des pratiques aussi différenciées que je roule tout seul en mode aventure longue distance ou gravel et je vais aller faire aussi du cyclo-sportif, eh bien, tu es obligé de modifier ta transmission. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un setup, par exemple, 40 devant et, soyons génériques, 10-44 ou 10-45 ou 11-40, enfin voilà, derrière. Bah, le jour où tu vas aller faire de la route pure, il va falloir sortir un plateau de 48 devant, voire 50 en mono, peut-être adapter ta cassette derrière, changer ta chaîne, refaire un réglage. Ce qui veut dire que est-ce que le vélo passe-partout existe vraiment? C'est-à-dire le vélo... Oui, il existe. Il peut être bon partout. Il peut pas être très bon partout, ça n'existe pas si on fait une gradation. Mais ça, c'est quelque chose que moi je vois. La recherche de polyvalence, c'est renforcé. On a passé une période où les gens étaient sur 2 paires de roues, etc. Maintenant, ils préfèrent une paire de roues qui fait tout. Peut-être tout un tout petit peu moins bien, c'est-à-dire on passe de très bien à bien, mais c'est suffisant. On a cette recherche-là. Donc sur les transmissions, non, le mono va pas disparaître, non, le double va pas disparaître. La transmission mécanique, je l'appelle de mes voeux. En tout cas, j'espère qu'au moins... c'est la simplicité, alors que l'électrique sera peut-être plus de la précision, tu vois. C'est une rapidité. Si tu as un groupe électrique bien réglé, ça fonctionne quand même bien. Est-ce que quand tu roules comme nous on roule, Arnaud, c'est-à-dire pour le plaisir, oui, ça fait pas la différence. Même sur une race à cross, c'est pas le clic qui va faire le changement de vitesse qui va faire la différence. Non, c'est plus un lien, j'allais dire un lien personnel que tu as avec les sensations que tu as envie d'avoir dans ta sortie. Donc il y en a pour tous les goûts. Je pense que ça va continuer. Je suis curieux de voir. Il y a les fabricants chinois sont en train de pousser au portillon, alors beaucoup sur l'électrique d'ailleurs, avec des offres de groupe vraiment assez accessibles qui commencent à sérieusement se fiabiliser. J'ai bien dit sérieusement se fiabiliser. Donc est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place, un peu comme sur la voiture électrique, est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place le réseau, le SAV, etc. pour se tailler une part du marché? Ça changera peut-être un peu la donne sur le marché, on va voir. En tout cas, ça me surprendra pas beaucoup. Mais voilà, pas de révolution. Est-ce que c'est une révolution de faire un groupe une fois 13 sur le gravel? J'ai continué de vendre beaucoup de groupes 11 vitesses cette année, alors que le 12 est dispo. Hein. Ouais. J'ai continué de vendre beaucoup de groupes 11 vitesses. J'ai beaucoup de 11, ça suffit. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les clients. Donc voilà, ça c'est un retour terrain. C'est intéressant, si vous écoutez cet épisode et que vous avez un avis sur ça. Ouais, on prend les avis sur les réseaux parce que moi, après je reste à une petite échelle, hein, donc je parle avec beaucoup de monde, mais voilà, je vends sur même des vélos neufs. Alors là, c'est un mauvais exemple, les deux qui sont là, c'est 1x12 et 2x12, mais j'ai livré beaucoup de vélos neufs encore cette année avec des groupes 11 vitesses. Sans aucun problème et sans que ça soit perçu comme ouais, ok, c'est un peu moins cher. Non. Choix. Le 11 il ira très bien, ça me suffit, je vois pas la différence. Et je fais un coucou, salut Julien, je fais un coucou à Julien, qui hier ou avant-hier m'appelait pour me dire je cherche une cassette 11 vitesses pour mon VTT, etc. Le VTT qu'on a monté il y a 3 ans qui est en 12 vitesses, et il se rend compte au changement de cassette qu'il est pas en 11 mais en 12. D'accord ? Donc, et c'est quelqu'un qui roule, je pense que Julien fait peut-être plus de 20 000 km par an, que des épreuves de longue distance, que ce soit en VTT ou en route. Il s'est aperçu là
que sa cassette, son groupe était 12. Donc est-ce que ça change vraiment la vie ? Je suis pas certain. Donc il y a de la place pour tout. Après, moi, la perception, quand on sort à 1x13, il y avait déjà 1x13 sur le marché avec Campagnolo. Campagnolo qui a refait une autre version d'ailleurs de son groupe. Mais il n'y a pas de révolution là. Il faudrait qu'on fasse un jour, ne serait-ce qu'un épisode sur les rapports, tu sais, parce que là on parle de transmission, mais les rapports pour que les gens se rendent bien compte. Ouais. Tu vois, le 52, le 50. Ah, mais on pourra faire. Et puis il y a plein d'applications pour vous aider à calculer. Moi, je fais ça systématiquement avec tous les clients qui viennent, entre guillemets. Moi, je vais appeler ça pour rigoler du monde d'avant, c'est-à-dire grosse transmission, petits pneus, et qui vont sur des pneus plus larges et des transmissions plus courtes. On calcule le rapport de développement avec la taille du pneumatique, ce que tout le monde oublie toujours. Et donc on fait ça. C'est intéressant, ouais, effectivement, on pourrait parler de ça. Donc sur le système de transmission, on l'avait déjà dit aussi une fois, il y a SRAM aussi qui a intégré maintenant son groupe électronique avec une option de GPS qui devient un peu un ordinateur de bord. Ouais, tu as les applications aussi maintenant. Ouais, mais bien sûr, mais ça va continuer de pousser, de se développer. Tu peux paramétrer via une application ton changement de vitesse. C'est-à-dire, comme tu me l'avais expliqué quand on avait monté le vélo, ici dans cet atelier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es sur le gros plateau et tu remontes trop ta cassette à l'arrière, automatiquement, il va tomber sur le petit plateau. Ça, c'est natif. Maintenant, mais en tout cas, tu peux, via une application aujourd'hui, totalement paramétrer tes changements de vitesse, quoi. Ce qui veut dire, alors j'ai vu passer ça, là j'ouvre une parenthèse, j'ai vu passer ça sur les réseaux il y a 15 jours ou 3 semaines, comme quoi effectivement certains sprinters notamment pourraient utiliser ce paramétrage pour quelque part que leur changement de vitesse se fasse automatiquement au moment où ils lanceraient leur sprint. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on y arrivera parce que de toute façon on a de la data de partout. On a un capteur de puissance, on a un capteur de couple. Je veux dire, tous les capteurs de couple qu'on met sur les VTT AE maintenant ou sur les vélos à assistance électrique, on va pouvoir récupérer ça. Au-delà du capteur de puissance, le capteur de coupe peut être très intéressant. Je pense qu'on ne l'a pas assez exploité dans le domaine du vélo mécanique. Alors, je ne suis pas le fan de l'électronique, tu le sais bien, mais je pense qu'il est sous-exploité parce qu'on pourra aller chercher des options de perf là-dessus. Et oui, très clairement, on pourra... De toute façon, aujourd'hui, il y a tout pour faire de la transmission auto. Quel est le paramètre, quel est le trigger qu'on veut utiliser ? On en a plein, ça peut être de la fréquence cardiaque, ça peut être de... Donc, ça, ou leur rapport, on l'a déjà dit, mais je pense qu'on l'a déjà dit, si c'est pas la saison dernière, c'est encore la saison d'avant, on va le voir ça. C'est-à-dire que l'électronique va s'insinuer et on va mettre de partout. De toute façon, on est toujours, dans toutes les industries, on est sur ce feature overload, tu sais, on avait fait un bout d'épisode là-dessus, où on met des trucs que les gens n'ont pas demandé, mais parce que ça permet de leur vendre quelque chose de nouveau, ou de leur faire tester quelque chose dont ils ont probablement pas forcément besoin, mais qu'on va leur faire tester aussi. Donc ça, on va y arriver. De toute façon, maintenant, on a les capteurs, on a des moteurs pour gérer les dérailleurs, on a des capteurs et on a un ordinateur. La tentation est trop forte, hein, donc on va y arriver. Ça sera probablement, tu sais, il y a eu ce système aussi de moyeux avec une démultiplication intégrée qui permet d'être en monoplateau mais d'avoir des rapports de double plateau. Ça ne fait pas de percée, c'est là, ça s'est bien fiabilisé, ça a séduit, ça a conquis quelques pratiquants. Est-ce que ça deviendra la norme ? Non, tout comme les boîtes de vitesse sur les vélos ne deviendront pas la norme. Donc il y a des offres. Sur le vélo de route, en fait, qui est celui qui nous occupe la plupart du temps sur ce podcast, pas de révolution. Voilà, des sorties de groupe, mais pas de révolution. Est-ce que tu vois le vélo électrique, on parle de technologie, est-ce que le vélo électrique, tu vois une percée du vélo électrique ? C'est-à-dire du moteur, en fait, oui, que ça soit du gravel, de la route, pourquoi même du VTT, mais est-ce que tu vois vraiment le vélo électrique qui revient quelque part en force ? Parce que moi, j'avais trouvé qu'avant Covid, on parlait beaucoup de vélo électrique. Et on s'était dit... Tiens, il y a un segment, enfin, ça arrive, le Covid est arrivé, derrière il y a eu le gravel et ça a tué la percée du vélo électrique. Pour moi, c'est difficile. Alors, j'ai un avis. Maintenant, mon expérience est finalement assez limitée sur le sujet. Je suis en rural. Ici, en rural, il y a très peu de déplacements en VAE, très clairement. Alors moi, je parlais pas forcément du mode de déplacement en ville, j'ai compris. Mais vraiment de la pratique sportive. Et alors... Pour moi, aujourd'hui, l'offre de vélo assistance électrique, elle reste en progression constante sur l'urbain, la logistique ou le transport, on va dire, qui peut être aussi urbain, parce que c'est pas forcément parce que tu le connais, tu le pratiques. Sur le VTT, ça continue de pousser. Sur le sportif, c'est-à-dire vélo de route, loisir, gravel, endurance, non. Non. Et alors moi alors ici, en tout cas moi j'ai
pas la demande. J'ai fait un MR4 assistance électrique au cœur de l'été aussi, c'était un prototype, il roule tous les jours. Mais quelqu'un s'en sert comme moyen de transport avant tout, pas trop en pratique loisir. J'ai été moi-même impressionné, donc j'ai utilisé, on parlait d'évolution, il y a quand même un fabricant de tubes qui s'appelle Reynolds qui s'est associé avec un fabricant de moteurs pour faire un kit pour pouvoir faire des vélos en acier avec une intégration de moteur électrique. C'est ça que j'ai mis en œuvre sur mon prototype. J'étais assez bluffé de l'intégration, pas tant mécanique, mais de l'intégration dans le pédalage. C'était d'une douceur. Moi, j'ai utilisé ce vélo parce qu'évidemment, je fais un proto. J'ai cru que j'étais juste en forme, en fait. Hein. Malheureusement, non, c'était le moteur tournait bien. C'était assez bluffant. Donc, est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans vraiment quelque chose de plus sportif, récréatif ? Oui, clairement, la techno, elle est prête maintenant. Si je parle de ma propre expérience à moi, j'ai une problématique de budget. Très clairement, un vélo comme ça, il faut que je le vende quasiment 8 500 €. Aujourd'hui, il y a des grands faiseurs qui font des cadres en carbone ou en aluminium avec des intégrations similaires sur déjà des tarifs qui sont globalement élevés parce que tu ne trouves pas un vélo route gravel assistance électrique digne de ce nom à moins de 5-6 000 €, on va dire. Mais moi, 5-6 000 €, je ne sais pas le faire. Je sais pas le faire, donc c'est difficile pour moi de pousser ça. C'était une expérience intéressante, j'en ferai peut-être un ou deux autres comme ça. La pertinence, elle est là. Il y a vraiment des gens que ça peut remettre en selle, que ça peut permettre d'intégrer dans un groupe, etc. Ou de changer juste la façon dont ils s'entraînent. Mais il n'y a pas de lame de fond et il ne va pas y avoir un développement exponentiel, je pense pas. On devrait peut-être faire un épisode sur les coureurs professionnels utilisent-ils des vélos. Voilà, on va pas se faire des amis encore. Si on veut faire de l'écoute, si on veut faire un nombre de vues, tu vas faire un peu de buzz, mais on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Et puis on va, juste pour terminer ce chapitre technologie émergente, voilà quelque chose qui te tient à cœur, les pneus. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'on sort un épisode sur les pneus, la pression, c'est un carton à chaque fois. Les gens apprécient qu'on leur donne des conseils sur ce type. Il y aura des choses à dire. Alors, toujours. Justement, qu'est-ce que tu vois arriver ? Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en intro, c'est que tu peux constater que la demande sur les pneus, elle est de plus en plus large. Oui. C'est qu'aujourd'hui, les gens roulent et c'est rentré vraiment maintenant du fait aussi que Pogacar qui gagne le Tour de France en 32, on aurait dit ça il y a 3 ans, 4 ans. Je pense qu'on nous aurait rigolé au visage. Donc voilà, qu'est-ce que tu vois on peut distinguer. Alors, sur la route, très clairement, on est à l'aube, je dirais pas qu'on est dedans encore, mais on est à l'aube d'une standardisation du 30-32. Voilà, alors moi je l'avais dit pour les pros il y a 5 ans, c'est déjà le cas pour les pros, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un grand tour, la majorité des gens sont à minima à 30, d'accord ? Ça peut être un 28 sur une jante large qui fait un 30, mais c'est un mesuré 30, voilà. Donc 30-32, je pense que ça va continuer d'augmenter, mais ça c'est mon petit billet, d'accord ? Voilà, je pense qu'on verra du 35 et ça s'arrêtera là parce qu'après les autres paramètres vont commencer à être trop importants en fait, mais on en verra et pas forcément que sur des classiques, on en verra. J'aurais bien aimé qu'on en voit sur la piste aussi, mais c'est pas le cas encore. Mais je suis convaincu qu'il y a des travaux à faire sur la piste. Parce qu'ils sont combien sur la piste aujourd'hui ? Ils restent toujours avec des sections très fines. Alors maintenant, ça serait peut-être possible. Il faudrait que je trouve une nouvelle graine de champion. J'avais pas mal travaillé sur le sujet avec Quentin Lafargue, que je salue aussi, que je salue avec un gros cœur et un gros bisou, puisque Quentin met fin à sa carrière là dans quelques jours. Bravo champion. Voilà, mais on avait bossé sur le sujet, on avait fait des expériences sur le vélodrome à Saint-Quentin. J'apprécierais de trouver un plus jeune en début de carrière avec un esprit ouvert, parce que maintenant l'évolution des vélos fait qu'on pourrait travailler avec du plus large. J'aimerais bien, personne ne le fait parce que c'est pas un gros marché évidemment, mais moi j'aimerais bien tester ça avec du chrono, avec des choses. Je suis presque convaincu qu'on pourrait rouler plus vite en 32 sur un vélodrome qu'avec du 25 à 10 bars. Voilà. Mais bon, si on revient sur la route, l'évolution, elle est claire. Elle est très claire. Alors moi je commence à 26, ici le 26 les caisses sont pleines. Enfin, j'en vends plus. Très peu. Du 28 encore un peu, mais je vends beaucoup de 30, 32. Sur le gravel, la plupart des gens maintenant vont mettre, y compris les compétiteurs, ils vont mettre le plus large que le vélo peut prendre. Donc, on est en train de se standardiser entre 42 et 45, très clairement. Voilà.
Ça y est, ça rentre. On a compris qu'en 38, on n'allait pas plus vite qu'en 44. Voilà. Donc ça va aussi se Moi, j'ai des 40 sur le gravel, ouais. des René Mais parce que ça rentre pas plus sur ton vélo. Non, voilà, sur mon Open, non. Ouais. Voilà. Mais parfait. Mais tu verras maintenant, même s'il y a une espèce d'orientation qui est donnée entre gravel et gravel race, ce qui veut absolument rien dire, mais bon, on a besoin de segmenter. Gravel, on a déjà touring, ouais. Touring, aventure, racing. C'est les trois segments qui se sont on a déjà dit que l'industrie avait besoin de segmenter. C'est un besoin vital. On est d'accord. Bref, non, mais voilà, on va pas rentrer dans le sujet. Mais oui, ça, on le voit aussi sur le gravel. On avait annoncé la mort du 650B. Moi, j'annonce que c'est pas mort. Il y a certains marchés. En Espagne, on veut pas de 650B. C'est comme ça. En France, je continue d'en vendre et des roues perfo et des pneus perfo. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de souci. Tu penses que le 650B va rester toujours... Ouais, mais moi, j'adore le 650B. Et beaucoup de gens n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Mais ça donne un comportement au vélo qui est à mon sens, hyper plaisant. Donc en tout cas, ce n'est pas mort. Voilà, moi je constate que c'est pas mort. Sur le 700, la tendance est très claire. Sur le pneumatique, il y a une offre de pneumatiques un peu plus haut de gamme qui voit le jour. Quand je dis un peu plus haut de gamme, c'est un peu plus travaillé du point de vue de l'ingénierie, de la souplesse des carcasses. René, la marque que je défends depuis 2015, reste le porte-étendard et reste la marque qui, à l'échelle où elle travaille, permet d'utiliser vraiment les technos au bout du bout, sur des produits de beaucoup plus grande distribution et en accès plus massif. C'est délicat d'aller à ce niveau-là. Mais il y a des tentatives sur la marque justement. Ça continue de croître. En année. Ouais, tout à fait. Ça continue de croître. Ça c'est bien, mais je suis content de voir qu'il y a d'autres, que la concurrence se renforce sur le marché. Ça veut dire que la marque René est dans la bonne direction. J'en doutais peu, mais en tout cas voilà, c'est bien et ça fait une offre aussi plus large pour le client, et c'est ça qui est important. Et puis je peux pas parler de pneus sans technologie de mise en œuvre des pneus. Moi je vois un retour de la chambre à air. Tu vois un retour de la chambre à air? Ouais. Très clairement. C'est le titre de l'épisode. Mais très clairement, c'est net. C'est-à-dire que j'ai énormément de gens qui ne veulent... C'est quoi l'argument alors? En fait, c'est la simplicité de la chambre à air. C'est-à-dire que tu crèves avec un tubeless, c'est la galère en fait, c'est ça? En fait, le tubeless, c'est jamais infaillible. C'est d'autant moins infaillible quand on maîtrise pas soi-même le sujet. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, je l'ai déjà répété, mais si le tubeless il est mis en œuvre par votre vendeur, arrêtez de faire du tubeless, ça peut pas fonctionner parce que vous saurez pas quand est-ce que vous avez plus assez de produits, vous saurez pas quand est-ce qu'il faut refaire un adhésif parce que ça fuit, le tubeless, il y a une courbe d'apprentissage qui reste présente. Le tubeless facile, simple, basique, il n'existe pas. Celui qu'on a sur la voiture où il n'y a pas de liquide et ça n'existe pas dans le vélo, et ça n'existera pas. Parce qu'on ne va pas aller vers des systèmes beaucoup plus lourds pour que ça puisse exister. Les pneus travaillent de façon bien différente, même dans la moto. Mais moi, j'ai un retour. Que ça soit en route ou en gravel. Que ça soit en route ou en gravel. Je le répète 2 fois. Voilà, j'ai un retour. Les chambres à air... Alors, il y a des nouvelles chambres à air, les chambres à air TPU, qui ne sont pas neuves, mais dont certaines marques, dont René, pour ne pas les citer encore une fois, mais à fiabiliser la chose aussi. Donc les gens ont accès à une chambre à air qui est facile à transporter, qui est un peu plus light, qui pénalise pas trop la résistance au roulement. En tout cas, les tests montrent aujourd'hui, il n'y avait pas d'avantage concurrentiel du TPU, en tout cas manifeste, sur les premiers tests par rapport à un latex, qui reste le summum de la perf aujourd'hui, avec des problématiques de tenue de la pression dans le temps. Mais aujourd'hui, les TPU ont encore un petit peu évolué. Et on n'est plus très loin du latex. En tout cas, on est un peu mieux que le butyl. Voilà, avant, il n'y avait pas vraiment de différence. Ça vaut encore cher, mais les gens y vont parce qu'ils ont une chambre qui perce pas beaucoup et qui est légère à transporter. Et puis, on disait qu'on était sur une recherche de polyvalence. Il y a des gens qui se disent ok, maintenant je veux plus 2 paires de roues parce que j'ai pas envie de régler les disques, les machins, etc., d'avoir le double de cassette, le double de roues. Et donc ils freinent une paire de roues, donc ça implique qu'à un moment dans la saison ils doivent changer les pneus, ils ont pas envie de se faire une petite soirée latex. Donc il y a un retour de la chambre à air. Alors ça,
C'est totalement mais inattendu. c'est pas que moi qui le constate. Hein, en tout cas, je suis en phase avec toi de dire si tu fais du tubeless sans le maîtriser, quand il t'arrive une galère et que tu sais pas en fait comment ça fonctionne, on revient toujours au même. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un vélo qui savent même pas quoi sert une vis. Mais il y en a, ils savent même pas s'ils sont en tubeless ou en chambre à air. Moi, là, on vient de passer l'été. L'été, il y a toujours un peu de tourisme dans le coin. Je récupère des gens que les magasins ne prennent pas forcément et j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent rouler dans la région pendant leurs vacances. Ils ne savent pas. Les mecs ils sont en tubeless, mais il y a plus de liquide, donc le gars il comprend pas, ça tient pas, ça marche pas. Ou alors le vélo n'a pas été touché depuis. Puis t'enlèves le pneu, il y a le scotch s'enlève avec parce que tout est collé. Enfin, les valves sont obstruées. Je manque de temps. Je souhaite refaire une vidéo, un espèce de wiki sur le tubeless, en essayant d'être exhaustif et de rien oublier sur la quantité de liquide, etc. Il y a des gens encore qui m'appellent au téléphone, ils ont acheté des pneus, acheté une bouteille de préventif et mettre moitié moins que ce qu'il faudrait de préventif et me disent mais ça tient pas, évidemment. C'est normal. Et intéressant. Voilà, donc retour de la chambre à air, j'ai jamais vendu autant de chambres à air. Alors ça c'est un vrai scoop sur cet épisode. Et est-ce que tu vois d'autres technologies émergentes ou d'autres nouveautés, que ce soit sur la selle, les cintres, qui ont pu évoluer? Est-ce qu'il y a un autre périphérique peut-être autour du cadre, justement? Il y a toujours des gens qui arrivent avec... On a des selles qui... Enfin, moi, j'ai déjà dit, à la selle, j'y crois pas, mais il y a des selles qui s'adaptent à la morphologie, qu'on moule, etc. On le voit, ça perce pas beaucoup. Hein, ça reste une niche. Ouais. Ça coûte assez cher aussi. Il y a pas de... Moi, j'ai pas vu de grosse révolution. Ni sur les périphes, ni même sur les accessoires. J'appelle de mes voeux qu'il y ait de l'évolution sur les casques. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur l'aspect sécurité. On en a déjà parlé en termes d'équipement de cycliste. Dans le DH, on met des airbags. Pourquoi on n'en a pas sur le vélo de route encore ? Voilà, il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. InEmotion, petite marque française, si vous m'entendez, vous travaillez sur le vélo, la moto, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le vélo de route, probablement. Il y a rien qui m'a secoué ou interpellé et qui m'a fait tout arrêter pour me concentrer sur ça et découvrir. Non, j'ai pas vu. Bon, en tout cas, merci JP pour tous ces bons conseils. On aura appris plein de choses une nouvelle fois à travers cet épisode. On vous donne rendez-vous 4 semaines pour un nouvel épisode de la capsule, un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste, mais la capsule dans l'atelier avec JP dans son atelier. Un grand merci à toi, à très bientôt. Merci Arnaud, à bientôt.